Check My House pour être bien dans votre bien présente. Sud Radio, on parle IMO. On parle IMO, c'est le rendez-vous 100% IMO de Sud Radio. Bonjour Marc Ezrati. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors au sommaire aujourd'hui, après le journal de l'IMO, on se demandera pourquoi c'est si compliqué de vendre sa maison quand on habite à la campagne. Pour y répondre, Christophe Dupont-Avis, directeur général d'Efficity, et Corinne Joly, présidente de PAP.fr. Corinne Joly, qu'on retrouvera comme chaque semaine dans Réponse de Pro pour une nouvelle séance de coaching IMO. Cette semaine, on reste à la campagne avec des conseils concrets pour tous ceux qui ont bien du mal à vendre leurs biens. En fin d'émission, Frédéric Fougera pour une chronique 48 secondes consacrée cette semaine aux erreurs à éviter quand on craque pour un bien immobilier. Mais pour l'heure, c'est le journal de l'IMO. Sud Radio, on parle IMO, le journal. Avec devenez-proprio.fr, la cagnotte immobilière qui vous facilite l'obtention d'un crédit immobilier. Un journal que vous nous présentez, Marc, et on commence avec une étude sur les passoires thermiques réalisée par Se Loger. Ces passoires thermiques, on les estime à 7,2 millions de logements en France. Se Loger a dévoilé cette semaine une nouvelle étude sur l'état du DPE du parc immobilier français et révèle certaines disparités énergétiques entre les villes. La ville la moins énergivore de France se trouve dans le sud, à Toulon, avec 145 kWh par mètre carré et par an. Devant Montpellier et Toulouse, parmi les villes les plus énergivores, on retrouve Paris, mais surtout Lille et Reims avec 266 kWh par mètre carré et par an. Inutile de dire que plus on va dans le sud, moins c'est énergivore. Absolument. C'est bien pour Sud Radio. Marc, vous avez déniché un couple fou d'écolos qui va construire dans le Loiret une maison, accrochez-vous bien, 100% recyclée. Racontez-nous. À Ligny-le-Ribaud, c'est un petit village dans le Loiret. Un couple a choisi de construire une maison écologique et entièrement réalisée à partir de matières recyclées. Cette maison va par exemple être composée de 650 pneus usagés. Absolument. De pneus usagés? Ouais. Mais on en pas fait que quoi? Ça, il y a aussi des parpaings, des vieux parpaings, du bois, du liège. J'avais vu un reportage, les pneus usagés, ils en font les sols des jeux d'enfants dans les cours de récréation. On en Parce fait que aussi quand on tombe dessus, il paraît que ça fait pas mal. Absolument. On en fait aussi des routes. Oui, elle va ressembler à quoi cette maison? Alors cette maison de 67 mètres carrés sera composée de 3 chambres. Elle recueillera l'eau de pluie et sera éclairée par un puits de lumière percé dans le toit végétalisé. À l'intérieur, les cloisons seront faites de terre et de paille. Des tuyaux en terre cuite serviront d'aération. Toilettes sèches, serres, potager et panneaux solaires permettront à cette maison de s'autosuffire. Oui, les toilettes sèches, c'est un peu moins sexy à mon avis. Enfin, Marc, une info de la plus haute importance. Et là, voyage dans l'enfance, le village des Barbapapas est enfin vendu. Et oui, en effet, le village... Ça vous rappelle les mercredis après-midi de votre enfance, comme on a à peu près le même âge. 1975. Ah oui, là c'était vraiment l'enfance, là oui. Ce village des Barbapapas, qui est situé à Raon-l'Étape dans les Vosges, est enfin vendu. Il a été vendu la semaine dernière pour 360 000 € après une longue série d'enchères et de surenchères. Classé au monument historique, ce village est composé d'une maison principale de 150 mètres carrés, de 9 maisonnettes en forme de bulle et un jardin de 4000 mètres carrés. Ici, aucune ligne droite, aucun angle droit. Toutes les maisons sont faites en rondeur et en couleur. Vous aimiez qui, vous? Barbabulle, Barbatruc? Barbalala. Barbalala, vous aimiez bien? Belle. Ouais, moi aussi, elle était belle, Barbalala. Oh là là, quel voyage dans le temps. Merci Marc pour ces infos. Pourquoi c'est si difficile de vendre sa maison quand on habite à la campagne? C'est la question qu'on pose ce matin dans On parle IMO. Quand les biens à vendre sont plus nombreux que le nombre d'acquéreurs potentiels, la concurrence est rude. C'est encore plus vrai lorsqu'on vit à la campagne et que pour des raisons professionnelles ou familiales, on est obligé de vendre sa maison. Alors ce matin, on pose la question, vendre sa maison quand on vit à la campagne, est-ce que c'est mission impossible? Pour nous aider à y répondre, Christophe Dupont-Avis et Corinne Joly. Corinne Joly, justement, est-ce que vendre sa maison à la campagne aujourd'hui en 2019, c'est possible? Bah encore heureux que c'est possible. Il y a eu des dizaines de encore milliers de heureuse ventes. vous concernant. Non, il y a déjà eu, lunettes. quand même, il y a eu des dizaines de milliers de ventes à la campagne en 2019, comme tous les ans, parce que la campagne, ça a quand même aussi des gros points forts. Premièrement, on peut avoir un logement qui est plus grand pour moins cher. Et deuxièmement, il y a encore beaucoup de Français qui aiment le calme et la tranquillité. Donc oui, il y a des ventes, simplement les délais sont plus longs. Ah, justement, les délais de vente
sont très longs. Et d'ailleurs, Christophe Dupont-Avis, je me tourne vers vous. Quand on sait que dans un département très rural comme la Creuse, il y a un délai de vente moyen de 205 jours pour vendre une maison, est-ce que ce chiffre, ça vous étonne d'ailleurs? Non, Marc, c'est un peu plus de 6 mois, c'est pas tellement étonnant, puisque dans les départements ruraux, les délais de vente sont assez longs, et ce sont les acheteurs qui ont le pouvoir, car ils sont moins nombreux, et ils ont plus de choix. Du coup, ils prennent leur temps et les délais de vente s'allongent par rapport à des villes. D'accord. Corinne Joly, comment vous expliquez-vous que cet écart qui peut exister, par exemple, entre une ville comme Bordeaux, où le délai de vente est en moyenne de 70 jours, et on va dire une petite commune dans l'Ardèche, comme je sais pas, Gras, qui est au sud d'Aubenas, par exemple, où là, il faut compter 147 jours de délai de vente. Je rejoins ce Comment que on dit l'explique ? Christophe. Il y a plus d'acquéreurs à Bordeaux en ce moment que d'acquéreurs dans l'Ardèche. Pour vous donner des chiffres, en ce moment sur PAP, on a 22 000 personnes qui cherchent à acheter un logement à Bordeaux. Et on en a 6 500 dans toute l'Ardèche. Ah ouais. Donc sur la ville de Gras que vous avez citée, je pense qu'on doit en avoir une vingtaine max. À Gras, vous avez une vingtaine. Voilà, je pense. Mais après, dans ce genre, en Ardèche, la plupart des gens cherchent dans toute l'Ardèche. Ils vont pas chercher dans une ville en particulier. Mais vous voyez, l'écart est énorme. Il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à Bordeaux et il y a moins d'offres du coup. Donc forcément, les délais n'ont rien à voir. Christophe, je me posais une question également sur le prix de vente de ces maisons. Est-ce que vous pensez que une maison qui est située dans un village qui est éloigné de tout, d'activités économiques, de centres urbains, est-ce que ces maisons, elles sont au juste prix selon vous ? C'est souvent là que le bas blesse, car comme il y a peu d'acheteurs, trouver le bon prix rapidement, c'est un vrai challenge et c'est un vrai défi. Le risque principal que vous avez, c'est de fixer un prix trop élevé et de vous retrouver à négocier 1 an plus tard avec le seul acheteur qui est resté sur le marché pour votre maison. Donc retenez une chose, la stratégie de fixation du prix à la campagne est beaucoup plus vitale et beaucoup plus sensible que dans les villes où il y a plus d'occasions de vendre, puisque vous faites visiter à plus de personnes, comme disait Corinne, le bien que vous allez mettre en vente. D'accord. Corinne, comment on fait pour valoriser une maison quand on habite en zone rurale ? Alors, comme il y a beaucoup d'offres et que les acquéreurs, du coup, ils vont voir du choix, la clé d'une vente réussie, au-delà de l'estimation, parce que je suis d'accord, l'estimation, c'est très important. Il faut regarder ce qui s'est vendu autour de chez soi pour avoir des points de repère et pas se mettre 3 fois à un prix au triple. Mais une fois qu'on a fait ça, ce qui est important, c'est de réussir à faire sortir du lot sa maison en trouvant ses principaux points forts et en les mettant en avant. Parce que comme les acquéreurs, ils vont voir pas mal de logements passer. Si votre annonce, elle a rien qui sort du lot et que elle a l'air dans un état moyen, bref, qu'il y a rien qui ressort, ils vont juste passer à une autre. Ils ont le choix. Vous voyez, on n'est pas en manque de biens à la campagne. Donc votre annonce, il faut réussir à faire en sorte qu'elle soit vendeuse, quoi. D'accord. Et on va maintenant aborder tous les trois un sujet qui fait râler, qui fâche les vendeurs, c'est les marges de négociation. Alors, si dans un marché très dynamique comme à Paris ou dans des grandes métropoles, les marges de négo sont relativement faibles, voire inexistantes, à la campagne, c'est pas du tout la même histoire. Et nous, on avait reçu d'ailleurs un témoignage d'un auditeur qui nous racontait qu'il habitait en Normandie, dans l'Eure, du côté de Bernay, et qu'il avait mis donc la maison de ses parents en vente depuis 3 ans. Et il avait mis cette maison à 75 000 €. Il l'avait, au bout de 2 ans, sans aucune visite, dû la réduire à 55 000 €, puis à 45 000. Et un jour, un acheteur s'est présenté, nous raconte-t-il, qui lui a fait une offre à 28 000 € qu'il a accepté parce qu'il nous raconte, enfin, j'ai vendu ma maison. Cette histoire, elle est terrible. Pourtant, elle est pas, ce monsieur n'est pas le seul à vivre cette histoire-là. Ça vous inspire quoi, Corinne Joly? Je pense qu'il faut pas exagérer. Les marges de négociation à la campagne, elles sont pas de 50% et les acquéreurs ont pas tous les pouvoirs. À mon avis, dans ce cas de figure, il y avait une surestimation initiale du prix du bien parce que sinon vous mettez pas 3 ans à vendre et vous vous retrouvez pas à la fin avec un prix de vente qui est 3 fois inférieur à celui que vous aviez fixé initialement. Donc je pense que le vendeur a perdu du temps, que du coup il a fini par se retrouver trop dans l'urgence et que du coup il a dû accepter un prix qui lui convenait pas forcément. Mais si le prix est bien évalué depuis le départ, il n'y a pas de raison de brader son bien.
Christophe, justement sur ces marges de négo qui peuvent quand même atteindre parfois de sommes incroyables, 50% c'est déjà arrivé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'acheteur il a le pouvoir par rapport au vendeur? Alors déjà dans le cas présent, je pense que c'est manifestement une stratégie de mise en vente qui a été ratée. Avec une surévaluation du prix au départ. Donc si votre bien vaut 100 et que vous le mettez à 200, forcément vous allez avoir une marge de négociation très importante. Je suis tout à fait d'accord avec Corinne. En fait, il n'y a aucune raison, quand on a la bonne stratégie de commercialisation, de brader son bien. Il faut en revanche fixer dès le départ le bon prix, puisque quand il y a peu d'acheteurs, vous avez peu d'occasions de montrer votre bien. Et ensuite, il faut que votre bien soit irréprochable, que le jardin soit irréprochable, qu'elle soit bien rangée, qu'il y ait un photographe professionnel ou un agent en tout cas qui sait prendre des photos, qui puisse le mettre en valeur. Merci Christophe Dupont-Avis, merci à vous également Corinne Joly. Alors on le voit, pour vendre sa maison quand on vit à la campagne, ce n'est pas une partie de plaisir. Il faut être patient, il faut savoir mettre le juste prix à sa maison et il faut peut-être accepter l'idée d'avoir peu d'offres pendant un certain temps. On marque une pause, Marc, et on revient dans quelques instants pour En parle IMO.